L'Assemblée nationale a voté aujourd'hui 3 projets de loi. Le premier est relatif à la valorisation des comptes des comptables publics. Le second porte sur le règlement général du budget d'État 2009 et le troisième autorise le gouvernement à prendre des mesures par ordonnance. Un an après la signature du protocole d'accord relatif aux 16 points de revendication de l'UNTM, le secrétaire général de la centrale syndicale se réjouit des avancées obtenues. Il s'agit de l'adoption d'une nouvelle grille des salaires des fonctionnaires et le paiement des indemnités de départ à la retraite. Ça y est, le sélectionneur national Patrice Carteron a publié ce matin une préliste de 28 joueurs en vue de la phase finale de la CAN 2013 en Afrique du Sud. La liste complète des 23 joueurs sera connue le 8 janvier à l'issue d'un stage à Kabbalah. Kabbalah qui a d'ailleurs fait peau neuve pour accueillir les joueurs. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Comme vous le savez déjà, la Côte d'Ivoire est en deuil. 61 personnes sont décédées à Abidjan après avoir assisté au feu d'artifice de la Saint-Sylvestre. Le Premier ministre Django Sissoko s'est rendu à l'ambassade ivoirienne sise à l'ACI 2000 ce matin pour signer le livre de condoléances d'Aouda Sidiki Diarra. Drapeau en berne, c'est tout le peuple ivoirien qui est endeuillé par le drame survenu dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier à Abidjan. Au moins 61 personnes sont décédées et une cinquantaine ont été blessées. Pour compatir à la douleur de ce peuple frère, le Premier ministre Django Sissoko s'est rendu à l'ambassade ivoirienne pour signer le livre de condoléances au nom de tout le peuple malien. C'est en fait le président de la République qui m'a chargé de venir signer le livre de condoléances ouvert à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Mali à l'occasion du drame que le peuple frère de Côte d'Ivoire vient de vivre. Et c'est tout à fait normal étant donné les excellentes relations qui unissent nos deux pays et nos deux chefs d'État. Et vous connaissez déjà le rôle que le président Alassane Ouattara joue dans notre sous-région aujourd'hui. Plus de 50 000 personnes étaient sorties pour assister au feu d'artifice de la Saint-Sylvestre. Les autorités ivoiriennes ont décrété un deuil de 3 jours à compter du 2 janvier. Au courrier départ de la présidence de la République, le message de condoléances du président de la République par intérim adressé à M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Message ainsi libellé. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris l'accident de la route survenu le 1er janvier 2013 dans votre pays et qui a causé la mort de 18 personnes parmi les pèlerins se rendant à Touba pour le Magal, grand pèlerinage annuel de la confrérie des Mourides. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple du Mali et de son gouvernement et à mon nom propre, de vous adresser ainsi qu'au peuple sénégalais, à la famille des disparus, mes condoléances les plus attristées. Je formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés et prie pour le repos de l'âme des disparus. Autre message de condoléances, toujours celui du président de la République par intérim, adressé à M. José Eduardo dos Santos, président de la République d'Angola. C'est avec une profonde tristesse que le peuple du Mali, son gouvernement et moi-même avons appris la tragédie. Bousculade est survenue le 31 décembre 2012 lors d'une veillée religieuse au stade de Luanda et qui a coûté la vie à plus d'une dizaine de personnes et dont des enfants. Je voudrais en cette douloureuse circonstance vous présenter ainsi qu'aux familles des victimes mes condoléances les plus attristées. Le président de la Cour suprême a reçu ce matin les vœux des membres de l'institution qu'il dirige, occasion pour les uns et les autres de jeter un regard rétrospectif sur les activités menées pendant l'exercice écoulé et de dégager les perspectives pour l'année en cours. En 2012, la Cour suprême a rendu 479 arrêts et émis 40 avis sur les dossiers du Conseil des ministres. Pour l'année en cours, la 4e institution du Mali entend mettre l'accent sur l'amélioration des conditions de vie de son personnel. Mohamed Diarra. Ces vœux s'adressent à vous personnellement. Ces propos de Yaya Doumbia résument les vœux des membres et du personnel de la Cour suprême au président de cette institution. Le rituel, une fois respecté, on se projette dans le futur tout en faisant le bilan de l'exercice écoulé. Les chiffres sont assez explicites.
Au niveau de la section judiciaire, 479 arrêts rendus. À la section administrative, 40 avis du Conseil des ministres ont été rendus. 19 avis de consultation juridique ont été rendus et cette section a rendu 468 arrêts. Au titre de la section des comptes, il faut noter 54 rapports de vérification des comptes des 47 partis politiques. Le parquet général a procédé à 500 conclusions et à 120 réquisitions. Le greffe a registré 611 dossiers et en a sorti 512. À cette longue liste s'ajoute la série de formations des membres de la Cour suprême, des acquis qui doivent être consolidés selon le président de la Cour suprême. Les intervenants n'ont pas passé sous silence les conséquences des événements du 22 mars 2012 qui ont durement affecté le fonctionnement de la 4e institution du Mali. Au nombre des difficultés, la suppression de la dotation des agents en carburant et en consommables. Et à tout cela s'ajoute le retard accusé dans la construction du nouveau siège de la Cour suprême. Le dit dossier est en passe d'être bouclé. L'amélioration des conditions de travail des membres et du personnel de la Cour, condition essentielle pour la réussite des objectifs assignés, est une de nos préoccupations majeures. Cependant, je puis vous assurer, mesdames et messieurs, que les efforts déjà entamés seront poursuivis au cours de l'année nouvelle. La cérémonie de présentation des vœux a été suivie de celle du départ à la retraite de 7 agents de la Cour suprême. L'assistance a eu droit à une projection sur leur cursus professionnel. Les partants à la retraite ont promis de servir le Mali partout où ils seront. Autre vœu, les membres du bureau du Haut Conseil des collectivités. Les membres du Haut Conseil des collectivités, non, nous revenons d'abord sur cet élément. L'Assemblée nationale a voté aujourd'hui 3 projets de loi. Le premier est relatif à la valorisation des comptes des comptables publics de 1960 à 1991. Le second porte sur le règlement général du budget d'État 2009. Et enfin, le troisième autorise le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. C'était sous la présidence de Younousi Touré, président par intérim de l'Assemblée nationale. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Les membres du bureau du Haut Conseil des collectivités, des travailleurs de l'institution et des stagiaires de l'APEJ ont présenté ce matin leurs vœux de bonne et heureuse année 2013 au président du Haut Conseil des collectivités. Occasion pour eux de faire des bénédictions pour le Mali et de rappeler les activités phares menées malgré la crise que connaît le pays. Pour Oumarou Ag Mohamed Ibrahim Aïdara, il faut se donner la main pour sortir le Mali de cette situation. Tiemogo Sagara. Les activités menées en 2012, les doléances pour 2013, des bénédictions et des prières pour le Mali, telles sont les principales articulations des interventions au cours de cette cérémonie. Après les formules de vœux de bonne et heureuse année 2013, le premier vice-président du Haut Conseil des collectivités, au nom du bureau de l'institution, a évoqué les activités phares menées. Cela malgré la double crise que traverse le Mali. Je citerai l'amendement par le bureau de la feuille de route de sortie de crise initiée par l'Assemblée nationale, la déclaration du Haut Conseil des collectivités sur la crise institutionnelle et sécuritaire, la condamnation sans réserve de l'agression barbare sur la personne du président de la République. Mamadou Satigui donne l'assurance au président du Haut Conseil des collectivités que les membres du bureau et tous les conseillers nationaux seront à ses côtés pour l'atteinte de tous les objectifs assignés. 2013 sera marqué par le renforcement des capacités et des compétences des ressources humaines. C'est pourquoi le personnel souhaite une amélioration des conditions de travail. À l'aube de l'année 2013, nous portons à votre haute attention certaines de nos attentes qui sont entre autres la dotation régulière de l'ensemble des services en matériel de bureau et fourniture, la tenue régulière de rencontres périodiques entre le personnel administratif et le président de l'institution, l'actualisation du règlement intérieur par rapport aux besoins actuels de l'institution, le renforcement des ressources humaines suite au départ à la retraite de certains agents,
Les stagiaires de l'APEJ évoluant au Haut Conseil des collectivités par la voix de Anou Rousseau souhaitent beaucoup de prospérité à l'institution dans un Mali uni et stable. L'année 2013 est déterminante dans la vie de notre nation. Au regard des objectifs prioritaires que se fixent les autorités de la transition, à savoir la libération des régions du Nord et l'organisation d'élections crédibles, c'est fort de cela que chacun de nous, dans un élan patriotique, devrait se mobiliser pour l'atteinte de ces objectifs. La Fatiha prononcée par Abdrahman Chérif Haïdara a mis fin à cette cérémonie de présentation de vœux. Le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales était ce matin face aux anciens ministres de l'Éducation. Objectif, échanger avec eux les problèmes de l'école malienne en cette période de crise. Dans l'après-midi, le ministre Bokar Moussa Diarra a rendu une visite de courtoisie aux membres de la Ligue nationale des écoles et établissements d'enseignement privé. Compte rendu, Nando Dambélé. À la fois pathétique et cordiale, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des rencontres initiées par le ministère de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales avec les différents acteurs et partenaires de l'école. Moi, je pense que l'expertise que nous avons les uns et les autres, n'est-ce pas, doit pouvoir éclairer le chemin du nouveau ministre et dans tous les cas. Et on n'oubliera jamais, chaque fois qu'on passe devant ce département, eh bien, les souvenirs reviennent. Et lorsqu'on sait que le ministère de l'Éducation nationale est pratiquement la pierre angulaire du développement, le savoir n'a pas de limite. Ils étaient une dizaine d'anciens ministres, hommes et femmes, venus partager leur expérience avec le nouveau locataire du département de l'Éducation, lequel a rendu un vibrant hommage à ses prédécesseurs. Comment ne pas se souvenir des innombrables travaux opérés par vous depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, assurément avec vos collègues, n'étant malheureusement pas ce matin à nos côtés, rendus à Dieu, vous avez tous contribué à doter notre pays d'un système éducatif correspondant aux aspirations légitimes de notre peuple. Le ministre a en outre rendu une visite de courtoisie aux membres de la Ligue nationale des écoles et établissements d'enseignement privé. Là, les uns et les autres se sont engagés à œuvrer pour une école malienne forte et compétitive. Le gouvernement du Mali porte à la connaissance de la population que ce jeudi 3 janvier vers 9h, une pirogue en partance pour la foire de Badiana dans la commune de Banikan, cercle de Niafenke, a chaviré, faisant plusieurs victimes. Les recherches immédiatement entreprises ont permis de repêcher 13 corps sans vie. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles des victimes. Le ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, en partenariat avec l'ONG Vibonne et Qatar Charity, ont remis ce matin des équipements à des familles démunies. La cérémonie de remise s'est déroulée à la maison de la femme de Sabalibougou d'une valeur de 35 millions de francs CFA, ce dont va améliorer leurs conditions de vie. Fatim Kone. Ce sont au total 39 machines à coudre, 15 mototaxis et 36 vaches laitières qui ont été remis à une centaine de familles démunies. D'une valeur de 35 millions de francs CFA, le don est l'œuvre de l'ONG Bonne Vie Qatar Charity. Ce geste contribuera à assurer non seulement le renforcement des capacités économiques des populations vulnérables, mais aussi à améliorer leurs conditions de vie. Il s'agira de leur procurer le minimum indispensable pour mener une vie noble. Ce financement permettra le développement de la production laitière et la création d'emplois pour les jeunes au Mali. Ce don sera réparti entre certaines couches vulnérables de Kaï, Koulikoro, Ségou et du district de Bamako. Les donateurs n'ont pas oublié les détenus de Bolé et de la prison centrale. Ce geste s'inscrit dans le cadre des missions assignées à l'ONG Bonne Vie Qatar Charity, celle de s'investir davantage dans la promotion de la solidarité en mettant l'accent sur nos valeurs cardinales.
La 7e session du conseil d'administration de l'agence malienne de radioproduction Amarap a débuté ce matin ici à Bamako. Au cours de cette session, plusieurs sujets importants seront abordés tels que le procès verbal et la mise en œuvre des recommandations de la précédente session. Le projet de programme d'activité et le projet de budget 2013 seront soumis aux administrateurs pour adoption. Rachel Tessougué. Notre pays veut renforcer sa structure de réglementation en matière de sûreté et de sécurité radiologique et nucléaire. C'est pour cette raison que l'Agence malienne de radioprotection tient la 7e session de son conseil d'administration. Au cours de cette session, les administrateurs élaboreront les moyens d'utilisation des techniques nucléaires dans un cadre sécurisé. Les activités habituelles qui sont les autorisations, les inspections, le suivi des travailleurs sous rayonnement ionisant, les analyses des échantillons d'eau, sol, de la nature. Nous voudrons beaucoup insister en 2013 sur la formation. Le gouvernement s'engage à créer les conditions permettant à l'Agence malienne de radioprotection de jouer pleinement sa partition pour la prise en charge des questions nucléaires. Le gouvernement du Mali, à travers mon département, poursuit les démarches pour intégrer les instances dirigeantes de l'AUA aux fins d'exploiter à grande échelle les avantages liés à l'utilisation pacifique des applications nucléaires. Dans cette perspective, les dispositions sont en cours pour l'inscription de notre pays à un programme électronucléaire. L'Agence malienne de radioprotection a passé avec succès le test de l'atelier d'auto-évaluation des structures réglementaires chargées de la radioprotection. Ce test était organisé par le Mali en collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. On vous l'annonçait dans les titres il y a un an que l'Union nationale des travailleurs du Mali, le Conseil national du patronat et le gouvernement ont signé un protocole d'accord relatif aux 16 points de revendication de la centrale syndicale. Le secrétaire général de l'INTM a rencontré ce matin la presse pour faire le point de l'état de mise en œuvre du protocole d'accord. Chaka Diakité se réjouit de certaines avancées obtenues, notamment l'adoption d'une nouvelle grille des salaires des fonctionnaires et le paiement des indemnités de départ à la retraite des fonctionnaires. Bourama Traoré. Les 16 points de revendication de l'Union nationale des travailleurs du Mali s'exécutent lentement mais sûrement. C'est un secrétaire général de l'UNTM au sourire large qui a rencontré ce jeudi la presse pour faire le point des acquis. Le paiement des indemnités de départ à la retraite des fonctionnaires est assuré pour un montant d'un mois de salaire net. Tous les fonctionnaires qui vont à la retraite jouissent du bénéfice de leur dernière notation, à condition d'avoir obtenu la notation bon durant la période de notation qui donne droit à l'avancement. Aussi, des indemnités viennent d'être accordées aux fonctionnaires en attendant de conduire à son terme l'étude portant harmonisation et rationalisation des primes et indemnités. Un autre point de satisfaction de l'UNTM est relatif à l'adoption d'une nouvelle grille des salaires des fonctionnaires. Cette grille qui vient corriger des irrégularités est perçue comme une grande avancée. La date d'effet est annoncée pour ce mois de janvier. Si dans l'ancienne grille, la catégorie A commençait à l'indice plancher 351, aujourd'hui, ceux qui vont entrer dans la fonction publique aujourd'hui vont commencer à l'indice 360. L'indice plafond de la catégorie A était 900. Mais avec la grille adoptée, l'indice plafond de la catégorie A vient à l'indice 920. L'indice plancher, la catégorie B2 commençait à 240. Aujourd'hui, elle commence à 250. Et l'indice plafond de la B2, c'est 625 hier, mais 677 aujourd'hui. L'indice plancher de la catégorie B1 était 215. Aujourd'hui, c'est 220. Et l'indice plafond, 550 à 600. Enfin, la catégorie C, indice plancher passe de 151 à 155 et l'indice plafond de 450 à 489.
L'Union nationale des travailleurs du Mali entend poursuivre les négociations pour la satisfaction de l'ensemble de ses revendications. On vous l'annonçait dans les titres, l'Assemblée nationale a voté aujourd'hui 3 projets de loi. Le premier est relatif à la valorisation des comptes des comptables publics de 1960 à 1991. Le second porte sur le règlement général du budget d'État 2009. Et enfin, le troisième autorise le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. C'était sous la présidence de Younousi Touré, président par intérim de l'Assemblée nationale. Compte rendu, Mahamadou Doumbia. Au cours de cette séance plénière, l'Assemblée nationale a statué sur 3 projets de loi. Le premier projet est relatif à la validation des comptes des comptables publics de 1960 à 1991. Et pour cause, de 1991 à nos jours, aucun compte de gestion de comptables publics n'a été déchargé de sa gestion. Face à cette situation, la section de la Cour suprême visait, dans son programme de 2010, l'appurement des comptes de comptables publics du Trésor, des communes et des établissements publics. Le vote par le Parlement de la loi de validation des comptes de 60 à 91 permettra le démarrage, Monsieur le Président, le démarrage effectif des activités de jugement des comptes à partir de 1992 et mettra ainsi le Mali en phase avec les autres États membres de l'UEMOA dans ce domaine. Quand il s'agit de discuter des finances, naturellement, il y a débat. L'amendement qui consiste à dire que les opérations sont validées, à mon avis, ça veut dire que l'Assemblée nationale, les yeux fermés, décide de valider des opérations pour lesquelles aucune pièce comptable n'existe, sur lesquelles on n'a aucune donnée. Et pourtant, pour le président de la Commission des finances, il n'y a aucune ambiguïté. C'est 92 qui constitue la ligne de départ. Nous, notre vote, c'est justement pour pouvoir dire que ces balances d'entrée de 92, nous les validons. Ce qui est normal, et le rapport le dit, de 60 à 92, il a été produit au moins des balances chaque année. Les autres comptes sont partis, tous les autres États dont on a parlé, États de rapprochement et autres ne sont pas exploitables. Ça, c'est même au regard seulement des événements de 91, et nous sommes presque les seuls dans cette situation dans la sous-région. Cela suffit comme élément pour que tout Malien, quand même conscient, puisse comprendre que cette période, il n'y a pas de pièces. Donc, c'est le compte qui ne peut pas être jugé. Après amendement, ce projet de loi a été voté à l'unanimité par 115 voix pour, 4 contre, 2 abstentions et 0 non-votants. Le deuxième projet de loi discuté par les députés est relatif au règlement général du budget 2009. Sa motivation fait suite à des constats, à savoir le budget 2009 a été exécuté dans un contexte de récession économique mondiale en liaison avec les conséquences de la crise de crédit immobilier et la flambée du prix des produits alimentaires et du pétrole en 2007 et 2008. Ce projet de loi 2009 concerne donc le renforcement de la collaboration entre, d'une part, les services techniques chargés des finances et la section des comptes de la Cour suprême, d'autre part. Ce projet de loi, qui a fait l'objet de 6 amendements, a été finalement adopté par 114 pour, 0 contre, 0 abstention et 0 non-votant. Voilà, il faut ajouter qu'en plus de cette adoption, le président de l'Assemblée nationale par intérim a fait plusieurs communications, donc avant la clôture des travaux de cette séance plénière de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Nous y reviendrons dans nos éditions prochaines. En ce communiqué, cette nouvelle, le nouveau gouverneur du district de Bamako, Georges Togo, a été installé ce matin dans ses nouvelles fonctions au cours d'une cérémonie qui a regroupé l'ensemble du personnel du gouvernorat, des chefs de services techniques régionaux. L'occasion a été mise à profit pour rendre un vibrant hommage au gouverneur sortant et souhaiter pleine réussite au nouveau gouverneur. Hors de nos frontières, en Centrafrique, le pouvoir de Bozizé est confronté à une rébellion, mais il faut retenir que ce pays connaît d'énormes difficultés depuis son indépendance. Suivons en tout cas cet élément, un événement qui se passe de tout commentaire. 1960, les Centrafricains écrivent une nouvelle page de leur histoire. L'indépendance permet tous les rêves. Elle se traduira par de nombreuses désillusions. Depuis, la Centrafrique passe d'une crise à l'autre. Sur les 5 présidents qu'elle a connus, 3 sont parvenus au pouvoir par les armes. Le signe d'une instabilité politique entretenue par la France, qui défend ses intérêts dans son ancienne colonie.
David Dacko est le premier président centrafricain, un président jeune que Paris espère docile. Dans le monde et le temps où nous sommes, nous pensons que c'est le moment pour nos deux pays de préciser les conditions de leur coopération et de leur solidarité. Mais David Dacko se révèle vite autoritaire, un trait de caractère commun à tous les futurs chefs d'État centrafricains. Jean Bedel Bokassa en tête. Il ira jusqu'à se proclamer empereur. L'ancien chef des armées a su profiter de son poste pour s'emparer du pouvoir en 1966. Longtemps soutenu par Paris, Bokassa sera finalement déposé par un commando français, après 14 ans d'un règne de la terreur. Dacko est remis en selle, mais le scénario se répète. Son chef des armées s'impose par la force. Nouveau régime autoritaire d'André Kolingba. Jusqu'aux premières élections dans le pays, remportées par Ange Félix Patassé, la population se prend à espérer. Je ne suis pas venu au pouvoir par un coup d'État militaire. Je suis venu au pouvoir parce que le peuple centrafricain, dans sa souveraineté, a décidé qu'il y ait un changement. Mais comme ses prédécesseurs, Patassé rechigne à partager le pouvoir. En Centrafrique, la démocratie bute sur l'éternelle peur du coup d'État. Les mutineries menacent. 10 ans de présidence sous haute tension qui s'achève le 15 mars 2003 avec la prise de pouvoir de François Bozizé, soutenu par le Tchad. Depuis, François Bozizé n'est jamais parvenu à instaurer la stabilité sur tout le territoire. Les rebelles sont toujours présents et les Centrafricains continuent d'attendre le développement économique de leur pays. Découvrons l'essentiel de l'actualité dans le monde en bref et en images avec comme premier sujet qui nous amène au Soudan avec la libération de 2 casques bleus jordaniens après 4 mois de captivité en Côte d'Ivoire où l'enquête policière sur la bousculade qui a endeuillé le pays dans la nuit de la Saint-Sylvestre se poursuit et au Zimbabwe où les élections présidentielles approchent. Au Soudan, libération de 2 casques bleus jordaniens après 4 mois de captivité au Darfour. Les 2 hommes sont apparus mercredi devant la presse à Khartoum sans faire de déclaration, fatigués mais en bonne santé. Aucune information n'a filtré sur les ravisseurs. L'ONU a demandé au gouvernement soudanais d'enquêter sur cet incident et de poursuivre les responsables en justice le plus rapidement possible. En Côte d'Ivoire, la cellule de crise de l'Office national de protection civile a fait le point jeudi sur la bousculade tragique du Nouvel An. 61 personnes sont décédées à cause de l'incident, 2 autres dans des circonstances indéterminées. Pour l'heure, 52 corps ont été identifiés. La cellule de crise est là pour renseigner les familles et le gouvernement apportera le soutien moral et matériel aux familles. Les conclusions de l'enquête policière seront rendues publiques vendredi, après le Conseil des ministres. Prêt ou pas prêt pour les prochaines élections, c'est la question que tout le monde se pose au Zimbabwe. Le président Robert Mugabe avait annoncé des élections et un référendum sur une nouvelle constitution en mars 2013. Il manquerait 200 millions de dollars américains pour organiser les élections, mais pour cet analyste, ce n'est pas qu'une question d'argent. La question n'est pas de savoir s'il y a suffisamment de moyens financiers ou pas. La vraie question est de savoir si le pays est prêt pour des élections. Si vous observez de plus près le processus électoral, en cherchant à déterminer s'il est indépendant du pouvoir ou pas, vous verrez alors qu'il est inconcevable d'organiser une élection au Zimbabwe d'ici cet été. Les élections devraient opposer l'actuel président Robert Mugabe, 88 ans, au pouvoir depuis 25 ans, et son premier ministre Morgan Tsvangirai, grande figure de l'opposition. Sport, le sélectionneur national a publié une playlist de 28 joueurs en vue de la phase finale de la CAN 2013 en Afrique du Sud. La moitié de cet effectif était déjà présente au Gabon et en Guinée équatoriale. Parmi les joueurs convoqués figure Mohamed Lamine Sissoko, absent depuis la CAN 2010, mais sans Bekay Traoré. Patrice Carton donnera la liste complète des 23 joueurs le 8 janvier à l'issue d'un stage de 5 jours à Kabbalah. Khalifa Nama Traoré.
Patrice Carteron opte pour la continuité de la CAN 2012 tout en privilégiant l'expérience et le bon état d'esprit. Ils sont donc 14 médaillés de bronze susceptibles de jouer en Afrique du Sud. Les absents par rapport à la précédente expédition sont Cédric Kanté qui n'a plus répondu à l'appel sous l'ère Carteron, Bakaï Traoré, Abdulaziz Maïga, Drissa Diakité, Oumar Sissoko, Ousmane Berté, Gara Dambélé et Almami Sogoba. Par contre, Adama Koulibaly Police, Mahamadou Diarra Djila, Mohamed Lamine Sissoko et Fousseni Diawara font eux leur retour. Le championnat national sera certainement représenté par Soumaïla Diakité, Ali Irango, Germain Berté et Salif Koulibaly. Excepté le portier du stade malien de Bamako, les 3 autres iraient à la découverte de la plus haute compétition continentale, tout comme le gardien des buts Mamadou Samassa, Sikamari Diarra, Ahmed Tongo Doumbia, Moula Ouagé, Kalilou Traoré et Sambou Yatabaré. Le défi reste énorme et Patrice Carteron compte sur la solidarité du groupe pour faire bonne figure en Afrique du Sud. Une compétition d'un mois et demi, ça se gagne à l'état d'esprit. On l'a vu l'année dernière avec la Zambie, c'est plus un état d'esprit qui a fait la différence que la qualité individuelle. Si on se compare par rapport à d'autres nations, on a effectivement des nations qui nous sont supérieures, mais à nous de mettre en place, c'était ma responsabilité de déterminer, de définir un groupe alliant une certaine forme d'expérience avec certains joueurs, mais également une grosse montée en puissance d'une génération et d'une nouvelle génération qui fera les beaux jours, j'en suis sûr, des Aigles du Mali pour les années à venir. La pression d'être le premier à offrir à un pays ce qui n'est jamais arrivé, c'est quelque chose de formidable. En tout cas, ça n'est pas quelque chose qui me fait peur, c'est au contraire quelque chose qui me transcende. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, je me sens malien à 100% et j'ai vraiment envie là encore de donner à la fois aux instances et à ce pays tout ce qu'il a pu me donner depuis que je suis arrivé. Mamadou Samassa, l'avant-centre, Mahamadou Diarra Djila, Kalilou Traoré et Abdou Traoré doivent par ailleurs attendre l'avis médical pour être sûrs du voyage en Afrique du Sud. Dans le groupe B de cette 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le Mali débutera le 20 janvier contre le Niger avant d'affronter 4 jours plus tard le Ghana et la République démocratique du Congo le 28 janvier. Voilà, donc c'était donc l'équipe de Patrice Carteron. Le centre d'entraînement sportif Ousmane Traoré de Kabbalah fait peau neuve à la veille de la CAN 2013 en Afrique du Sud. Le coût des travaux s'élève à 100 millions de francs CFA. Les locaux ont reçu hier la visite des journalistes et le cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports. Reportage Abdul Karim Kaba. Permettre aux Aigles du Mali de mieux préparer la CAN qui donne son coup d'envoi le 19 janvier prochain en Afrique du Sud, voilà l'objectif de ces travaux effectués à Kabbalah. La peinture, les meubles, les climatiseurs, des machines à laver, entre autres, ont été réparés et d'autres complètement changés. Tout cela pour un montant de 100 millions de francs CFA. La visite nous permet aussi de partager avec l'ensemble du peuple malien l'engagement et notre détermination, celle du département et du gouvernement, à pouvoir satisfaire et à faire de son mieux pour que des conditions agréables s'inscrivent dans la dynamique de la préparation de l'équipe nationale en vue de la CAN 2013. Au niveau de la Fédération malienne de football, ce geste est à saluer. Cette restauration des lieux galvaniserait plus l'équipe nationale qui sera là à partir de vendredi. C'est une grande satisfaction pour nous en tant que Fédération malienne de football. Ils vont rester là 4-5 jours, donc du 4 au 9 avant leur départ en Afrique du Sud. Donc l'entraîneur a concocté un petit programme d'entraînement et qui va être ponctué par un match amical avec une sélection locale. Les travaux de la rénovation ont été financés par l'État malien. Le centre a été refait à 95%. Sport toujours, mais cette fois-ci sur le gazon. Championnat national de Ligue 1, la 7e journée a donné son coup d'envoi hier au stade Modibo Keïta avec 2 rencontres. Pour la première, opposition ASB Asco s'est soldée par un score nul, 0 but partout. Le second match a vu la victoire de l'Office du Niger Sport sur les 11 créateurs de Nyarela, battu 1 but à 0. Les résumés des rencontres, c'est avec Diarra Konate. Surprise désagréable pour les 11 créateurs de Nyarela, avec leur 2e défaite contre l'Office Sport du Niger qui réalise son 2e succès dans la Ligue 1. Le passage à vide pour les représentants de Nyarela s'est traduit par leur manque de détermination.
Contrairement aux Blancs de Ségou, ils obtiennent la victoire grâce à leur engagement et agressivité. L'unique but est marqué à la 52e minute par Léger Traoré. L'espoir est donc permis pour l'Office sport du Niger dans ces championnats. Auparavant, l'association sportive de Bamako et l'association sportive de Korofina en orange s'étaient quittées dos à dos. C'est là suite aux maladresses des attaquants devant les buts. La plupart des occasions étaient pour l'association sportive de Bamako, qui reste d'ailleurs en profondeur du classement avec la 13e place avant la fin de la 7e journée. Voilà, désormais dans vos kiosques, un nouveau magazine intitulé Mali Santé, un magazine qui traite uniquement de l'information sanitaire. Dans ce premier numéro, vous pourrez lire entre autres articles sur l'hypertension artérielle, la fatigue et les douleurs, un magazine vendu au prix de 1000 francs CFA. Voilà, désormais dans vos kiosques, un nouveau magazine intitulé Mali Santé. À suivre après ce journal, l'interview de la semaine, après ce premier numéro de l'année 2013, Yaya Konaté reçoit Salif Keita, artiste chanteur, compositeur, une des figures les plus emblématiques de la musique africaine. Au menu de l'entretien, le dernier album de l'artiste, mais aussi plusieurs questions relatives à sa carrière ainsi qu'à l'actualité nationale. Rendez-vous donc après ce journal, mais Salif Keita n'est pas venu cette fois-ci avec sa guitare. Voilà, c'est tout pour cette édition. Demain, pour les éditions du matin, vous retrouverez Aïssata Ibrahim Maïga. Je serai là pour les éditions du soir. D'ici là, nos pensées vont à nos compatriotes des régions vivant sous occupation. Nous sommes de cœur et d'action avec eux. Bonne soirée.